Tout va bien? C'est tout bon. Ok. Donc, aujourd'hui, on va faire l'anesthésie en chirurgie endocrinienne. Euh, Vous savez bien, il y a une partie schématique que je vais vous rappeler sur le système endocrinien parce que tout est lié. On a beau avoir des muscles, de l'os, tout marche en bon état, mais tout ça est mis en musique, on va dire, par un système complexe endocrinien. Et donc là, je vais vous rappeler schématiquement de quoi il s'agit. Ensuite, il y a l'anesthésie en chirurgie surrénalienne, qui est la partie prévue. Ensuite, là-dedans, pardon, hein, on parle toujours de phéochromocytome, mais vous avez peut-être déjà entendu le syndrome Cushing et plus rarement la maladie de Addison. Et on va faire un petit récapitulatif de toutes ces maladies. Et là, c'est tout pour ce matin. Et la semaine prochaine, je n'en sais rien, donc un jour, un mois, on va faire la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est l'anesthésie de la chirurgie thyroïdienne et parathyroïdienne. D'accord? Alors, on va commencer par le premier, de façon schématique. Alors, comme vous savez, on a plusieurs glandes, plusieurs systèmes, des sécrétions, de différents organes, qui est de façon générale, et tout est connecté. Donc, je vous rappelle, on a l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus, vous avez tout entendu, vous le savez, thyroïde, le thymus, surrénal, le pancréas endocrine, les ovaires pour les femmes et les testicules pour les hommes. Alors, tout ça, eh ben, nous, on va s'occuper de ces deux. Hein. C'est pour dire qu'ils ne sont pas isolés, ils ne sont pas tout seuls, ils sont tous dans un système complexe, intriqué, connecté, hein, qui s'appelle l'hormonologie. Alors, différentes pathologies de ce type d'organes vont amener à la chirurgie. Donc, en passant par l'anesthésie. Alors, si je prends le premier, hein, on dit sécrétion endogène des surrénales. Alors, on va s'occuper aujourd'hui des surrénales, donc on va s'axer là-dessus. Que se passe-t-il? Je passe à côté sans vous rappeler de façon formelle que les glandes surrénales, c'est situé dans le pôle supérieur de tous les reins, enfin les deux reins, droite et gauche, mais que chaque rein, donc il a la partie supérieure, cette sécrétion endogène. Alors la surrénale, il y a deux parties. La partie extérieure, donc le cortex, et c'est pour cela qu'il s'appelle cortico-surrénal. Il s'appelle aussi corticostéroïde, parce qu'il y a beaucoup de stérols là-dedans. Ensuite, on a la partie intérieure, centrale, qui est la médullo-surrénale. Et là, effectivement, il y a des sécrétions des catécholamines. Donc, deux choses différentes. On sait déjà d'où ça appartient, où se situe ce type de sécrétion. Donc, physiologiquement, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle le minéralocorticoïde qui sécrète d'aldostérone. Les glucocorticoïdes, ils sécrètent des cortisols. Hein. Et le cortisol, quand il sécrète par le glande surrénale, ça s'appelle cortisol, mais en réalité, la forme chimique, c'est une hydrocortisone. Ensuite, on a aussi des sécrétions androgènes. Ce sont des hormones, comme vous le savez, stéroïdes, qui est essentiellement la testostérone. Ensuite, je passe pour vous dire que les catécholamines, vous le savez par cœur maintenant, l'adré, la noradré et la dopamine. Ça, c'est physiologiquement. Quand tout est équilibré, tout ça se passe bien, on va dire, il n'y a aucun problème. Ça suffit qu'un problème existe sur une autre et ça va répercuter pas que sur l'organe en cause, mais aussi sur le reste. Alors, les sécrétions pathologiques,
on a donc un niveau cortico-surrénal, la partie externe, ce qu'on appelle le minéral corticoïde que je viens de vous dire. Là, il y a un syndrome Con, ou des Con, pardon, un hyperaldostéronisme primaire. Ensuite, s'il y a un problème de cortisol, la sécrétion permet donc la mobilisation des réserves énergétiques d'un sujet afin de faire face à un stress. Vous savez très bien que ces cortisols, on parle toujours d'une sécrétion chronique, sous-aiguë. Il peut être en hypersécrétion et on parle toujours de surrénal. Attention à vos surrénales, justement parce que en situation, par exemple, une situation chronique, quand on doit survivre en hiver à moins 30, moins 40, alors qu'on n'a pas l'habitude, ben, nos cortisols, ils vont sécréter pour nous protéger en quelque sorte. Alors, sous-aigu, sepsis, traumatique, chirurgie, anesthésie, un autre stress inattendu, eh ben, évidemment, le cortisol va être sécrété. Ensuite, il y a le problème androgène. Ça suffit d'avoir un déficit quelconque, généralement sur l'accumulation enzymatique. À ce moment-là, l'expression de cet androgène va être perturbée. Elle va être perturbée dans les caractères sexuels, primaires ou secondaires. Donc, pour les dames qui ils sont très peu ou presque rien, on va dire, il peut augmenter cette expression. Ou inversement, pour les hommes qui normalement ils doivent avoir une quantité normale, on va dire, et naissent avec ça, nous naissons avec ça, mais petit à petit, peut avoir une sécrétion déficitaire. Voilà. Donc, tout ça, on peut avoir des situations comment dire, nodulaires où les nodules, ça suffira éventuellement d'enlever le nodule pour diminuer cette sécrétion. Alors, sur le côté médulo-surrénal. Donc, là, il y a des tumeurs hypersécrétantes des catécholamines, qui est bien connu, les phéochromocytomes. Alors, ces sécrétions, c'est intravasculaire et non pas synaptique. D'accord? Un système intermédiaire entre le système sympathique et l'ensemble de l'organisme. Ça s'appelle un système neuro-endocrinien. Donc, c'est une raison pour laquelle, des fois, on trouve dans le système plasmatique des catécholamines, mais elle est tellement fugace qu'on n'arrive pas à le contrôler. D'accord? On parlera tout à l'heure quand on va s'en occuper de phéochromocytome. Et puis, il faut dire que c'est une hormone de stress aigu aussi, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les cortisols qui vont être sécrétés, il y a aussi tout ce qui est des catécholamines. Et là, quand il y a un stress et ensuite la sécrétion, la personne qui se sent dans cette situation, ben, elle ne sait pas pourquoi il y a une hypertension, elle ne sait pas pourquoi elle est surstressée, et donc, dans son organisme, elle est difficile à faire face. Donc, d'où l'expression s'enfuir ou lutter. Donc, je dirais même, c'est contrôlé. Et puis, il y a les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes, donc on appelle phéochromoblastome. Donc, quand on entend parler de phéochromoblastome, c'est la même chose, il y a une hypersécrétion des catécholamines, mais c'est une tumeur maligne. Au contrario des phéochromocytomes, généralement, on a tellement peur de gérer cette phéochromocytome pérope, et post-op même, et en fait, c'est une tumeur rarement maligne. Hein, c'est une tumeur bénigne, et puis la seule réponse, c'est chirurgical d'ailleurs. On va revenir. Alors, après, toujours dans le médulo-surrénal, on a des tumeurs néoplasiques, endocrines, hein, ou métastatiques, donc qui viennent d'ailleurs. Et par ces biais, il peut avoir des sécrétions des catécholamines directes ou indirectes. Donc. Et puis il y a l'hyperplasie bilatérale. Alors, en différence, quand on parle d'hyperplasie, c'est encore des tumeurs, on va dire, mais
il n'est pas différencié. Autrement dit, dans les tumeurs, on peut avoir un nodule à l'intérieur de la surrénale ou d'autres organes, hein, mais c'est un nodule bien circonscrit, alors que l'hyperplasie, c'est la multiplication des cellules, donc ça agrandit en volume, mais tout en ayant le même type de cellules. C'est pour ça que ça s'appelle hyperplasie. Et dans ce cas-là, il peut être touché les deux organes, donc les deux surrénales. Voilà à quoi ressemblent donc les deux pathologies, deux groupes de pathologies en fonction de sa localisation à niveau de surrénal. Mais il n'y a pas que ça, hein? Donc ils ne sont pas isolés comme ça. Alors, on le connaît aussi dans la pathologie des grands syndromes. Donc on va les voir d'autres façons, une petite liste, hein, parce que ça s'appelle comme ça, hein, les grands syndromes surrénaliens. Un patient qui arrive, on ne le sait pas encore de quoi est sa pathologie, donc, et donc il faut les classer. Alors l'insuffisance rénale, vous voyez, quand on dit insuffisance rénale, oh oui, donc là on pense à l'hyperaldostéronisme primaire. C'est ça l'insuffisance rénale, surrénalienne. Hypercortisolisme au syndrome Cushing. Il y a un syndrome Cushing qu'on entend des fois, on va l'entendre passer, et il faut différencier de quelqu'un d'autre. On va voir. Ensuite, on a donc le troisième, l'effet au chromocytome, appelé aussi paragangliome, et on va voir pourquoi. D'accord. Alors, si je reviens à l'insuffisance surrénalienne, eh ben, il y a deux types. Un type périphérique qu'on appelle, donc c'est direct à la surrénale. Et puis la maladie Addison, c'est le type, et ça existe aussi dans les tuberculoses surrénaliennes. Et puis il y a l'autre maladie, qui est une maladie qu'on appelle centrale, c'est au niveau de l'hypophyse. D'accord? Donc il y a des macroadénomes hypophysaires, et ce sont des tumeurs qui détruisent l'hypophyse saine. Donc il y a une compétition qui existe. Et puis aussi à niveau central, hein, c'est secondaire à une corticothérapie de long cours. Hein. Les années qui prend des corticoïdes pour X raisons, et ben, l'hypophyse elle a une sécrétion qui est perturbée progressivement. Quoi dire d'autre? Que s'il y a une insuffisance surrénalienne, eh ben, aiguë, c'est une urgence vitale. D'autant vital que si on ne fait rien, ça va se compliquer gravement, alors que son traitement est bien connu. C'est la cortisone, donc l'hydrocortisone, qu'on peut injecter IV au seringue électrique, c'est ce qu'il faut 24 à 48 heures, et une hyperhydratation, et cette insuffisance rénale due à l'hyperaldostéronisme primaire, il se soigne à une rapidité. Des fois, c'est déconcertant parce que la personne, elle est tellement grave sur le plan clinique, en tout cas difficilement gérable, et ça suffit de faire ceci pour que dans les 4-5 heures, il rentre directement en bon équilibre. Alors, l'hypercortisolisme au syndrome Cushing, des fois, c'est très caractéristique. C'est une obésité facio-tronculaire, érythrose faciale, acné, hirsutisme. Ensuite, il s'associe avec des signes de hypercatabolisme ou excès de cortisol, ça veut dire la profine, fragile, d'une fragilité, etc. Donc ça, nos amis endocrinologues le connaissent bien. Associé une hypertension, intolérance des glucides ou des diabètes, troubles des règles, troubles érectiles pour les hommes, et troubles psychiques. Alors, le syndrome Cushing, c'est une maladie, je dirais, plus complexe que le phéochromocytome. Le phéochromocytome est plus simple, en apparence en tout cas, pour faire un traitement. Voilà
les grands syndromes surrénaliens que vous pouvez entendre passer. Hein, donc, voilà. Avec ces brèves introductions, rappelez-vous hein, de la situation. On va toujours parler des corticaux et médullo surrénaliennes. Alors, on va passer direct à autre chose. Donc, je ne sais pas si je vais assez vite ou trop vite. Vous me dites, hein, vous me ralentissez. Donc là, on va faire l'anesthésie en chirurgie surrénalienne. Comme je vous ai dit, il y a des pathologies cortico-surrénaliennes. Et puis, il y a d'autres pathologies médullo-surrénaliennes. On va prendre le premier, l'anesthésie et la chirurgie cortico-surrénalienne, donc des surrénales. Là, on a dit, on a l'hyperaldostéronisme primaire, c'est un syndrome des cons. Et ensuite, on a l'hypercortisolisme, syndrome des Cushing. D'accord? On va prendre ces deux assez rapidement, puisque ce sont des pathologies très rares. Le premier est rare, le syndrome Cushing, qu'on doit traiter, mais quand même, on les a. Alors, hyperaldostéronisme primaire, syndrome du con, qu'est-ce que c'est? Alors, normalement, j'ai un petit rappel, normalement, les sécrétions d'aldostérone est régulée par trois mécanismes. L'angiotensine 2, qui gère un volume général de sanguine général, et la natrémie. Là, l'équilibre, il est géré par cette angiotensine 2. Ensuite, elle est gérée aussi par l'autre mécanisme, ou régulée, pardon, par un autre mécanisme, c'est la kaliémie. En fonction de la kaliémie, il peut avoir des perturbations. Et puis, la ACTH, l'adrénocorticotrope hormone. Donc, ces trois mécanismes pour gérer les corticoïdes, l'aldostérone. Ensuite, on a un diagnostic positif. Alors, quelqu'un qui arrive avec une hypertension et qu'on parle qui a une relation probable avec les reins ou les surrénales, donc il faut voir s'il y a une participation surrénalienne. Il faut savoir que c'est quand même faible. Vous voyez que c'est 0,5 à 1% de toutes les hypertensions artérielles. Donc, c'est quand même faible, mais il faut que le diagnostic soit précis. Quand on a une hypertension, pour savoir pourquoi on l'a. L'aldostérone plasmatique donc, va être remonté. Donc, il y a l'excès des sécrétions. Ça, on vient de dire encore une fois, et donc on le précise. L'activité rénine plasmatique, elle est effondrée. Donc, des fois, on fait une prise de sang. Ben, si les rénines plasmatiques sont effondrées et que l'aldostérone est remonté, déjà, on peut dire que ce syndrome des cons ou l'hyperaldostéronisme primaire, il a un effet sur l'hypertension. Alors, je vous passe, juste à titre informatif, hein, il y a à l'intérieur le mécanisme, parce que c'est très complexe, en réabsorption des sodium, sécrétion de potassium, à niveau des tubes rénaux, l'augmentation de volume extracellulaire. Donc, la natrémie peut ou pas modifier. Bon, l'alcalose métabolique discrète, et le magnésium qui est effondré, et la kaliémie aussi. Voilà. Donc, ce sont des syndromes qui, évidemment, nous, on s'en occupe indirectement, puisque tout ça, c'est l'affaire de la cardio et surtout, on va dire, l'endocrinologue. Pour endocrinologue. Alors, le diagnostic étiologique, eh oui, c'est peut-être 60%, il s'agit d'une adénome, ou une hyperplasie, 35 à 40%, et tumorale, plutôt néoplasie, donc un carcinome, une tumeur maligne, c'est plus rare. Alors, comme vous avez vu, ce sont des patients donc qu'il faut gérer la partie d'équilibre ionique et la partie de l'hypertension. Donc, la préparation pharmacologique préopératoire, ben, l'autre objectif, c'est limiter l'effet.
ou se poser la question s'il a été correctement le traitement qui correspond et qui n'est pas un déséquilibre avant l'intervention. Habituellement, on va le voir avec l'alactone, donc l'espirolactone, qui a des effets longs, mais en 1-2 semaines. Donc, ce n'est pas quelque chose de rapide. Par contre, il réagit assez rapide, de façon rapide en tous les cas, pour la kaliémie, qui le normalise, d'autant que s'il y a du stock de potassium. Donc, c'est rapidement contrôlable pour l'intervention, on va dire. Alors, les hypertenseurs, il y a une bagatelle d'hypertenseurs et en fonction de cardiologue ou de l'endocrinologue, ils nous ont mis plein d'hypertenseurs. Notre but, c'est quand même diminuer et mettre des hypertenseurs à des mi-vies courtes pour mieux gérer. Donc, et c'est à nous de voir si on accepte le traitement qui a été fait ou il faut le changer rapidement après la consultation. Alors, ces hypertensions, ils peuvent persister plusieurs temps, plusieurs mois après la chirurgie. Donc, à la consultation, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vérifie tout. Sans oublier, surtout, qu'un niveau cardiaque, il peut être atteint. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a été découverte tardivement, on ne savait pas trop, et ce n'est pas le premier comment dire, étiologique qu'on y pense au départ d'abord. Et dans tous les cas, une hyperaldostéronisme, il va directement attaquer les fibres de myocarde. Donc, à ces titres, il va fabriquer ou il va développer une fibrose myocardique, donc en le rendant un peu rigide. Donc là, à côté de ça, il y a une hypokaliémie chronique, plus ou moins contrôlée, et puis le magnésium qui est aussi à contrôler. Donc ça, ce sont des examens qu'on demande rapidement, donc on sait à peu près où nous en sommes. Mon évaluation, évidemment, cardiovasculaire, je ne passe de façon comment on fait, mais voilà, un écho, ça nous donne déjà, et surtout, on va chercher un trouble de relaxation de ventricule gauche. Et puis, une cardiopathie ischémique, un trouble des rythmes qui peut être associé en dehors de la maladie. Voilà. Évidemment, les retentissements ioniques, c'est la biologie, on va voir si tout est à peu près dans les normes acceptables pour l'intervention. Pour vous, on va dire, l'équipement et l'induction. Donc, il s'agit généralement aujourd'hui avec la vidéo, donc c'est la cœlioscopie. Donc, la chirurgie, c'est une laparoscopie. Dans certaines circonstances, évidemment, il peut se transformer en laparotomie. C'est très rare qu'on va direct aujourd'hui à la laparotomie. Les monitorages, c'est simple, c'est pratique, je dirais même assez standard. On peut juger en fonction de la gravité, oui ou non, d'émettre une mesure continue, invasive, donc la PAS, à cause de son traitement hypertensif si jamais il n'est pas gérable. Une hypertension instable, et surtout à des valeurs très hautes, il va être nécessaire de mesurer cette surveillance. Évaluation de la volémie, surveillance ST, c'est classique comme toute chirurgie, je dirais. Donc, classique aussi, pas d'antibioprophylaxie. Alors, à quoi on peut s'attendre? Ce n'est pas spécifique, c'est une chirurgie tout à fait banale, on va dire, abdominale. Les accès hypertensifs, il peut en avoir, ça dépend. Ça peut ressembler un peu avec le phéochromocytome. Généralement, l'hypertension, on va l'avoir réactive à l'insufflation de pneumon péritoine, à la mobilisation tumorale. Donc, là, il y a une hypersécrétion. Donc, on peut avoir des modifications.
Alors, les facteurs, en fonction des facteurs de risque préopératoire, à la cardiopathie ischémique, il faut y penser, surtout en post-op. Mais voilà. Alors, la morbidité, mortalité, elle n'est pas spécifique. Il est presque nulle la mortalité à cause de ça. Hein. C'est quelque chose de simple. Comme je disais au départ, c'est une chirurgie tout à fait banale, chirurgie abdominale. Mais voilà. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? Et juste pour rappeler, pour se clarifier, une recherche d'une ischémie myocardique, stabilité d'hypertension, un équilibre ionique, s'il a ou pas cette spironolactone, en tout cas s'il est à des doses efficaces. Et puis, PEROP, ben, on va s'attendre à la laparoscopie et éventuellement à des poussées d'hypertension, plus ou moins PA50 pour la surveillance, et puis le segment ST. Post-op et à l'hypertension qui peut persister, donc est-ce que c'est suffisant ce qu'on a eu à faire avant, ou diminuer ou augmenter? Donc ça, c'est l'affaire médicale. Voilà pour l'hyperaldostéronisme primaire. Alors, on va passer à quelque chose de plus compliqué. C'est le syndrome de Cushing. Alors, ce syndrome Cushing, vous allez voir, qui est impliqué avec l'hypophyse. Alors, de la physiopathologie des surrénales, on a quoi? On a les ACTH, donc l'adrénocorticotrope hormone, qui en entend parler. D'accord? C'est quoi? C'est une hormone qui est sécrétée par le lobe antérieur de l'hypophyse, qui a une action sur la sécrétion du cortisol par les cortex surrénaliens. Donc, l'hypophyse est en relation avec le surrénal et notamment avec le cortex surrénal. Ça, c'est de façon équilibrée. Alors, quand il y a des déséquilibres, on va le grouper. Enfin, je vais faire un peu schématique. Il y a le syndrome Cushing ou la maladie de Cushing, hein, quand on sont dépendants de cet ACTH. Et là, on a un autre groupe qui n'est pas dépendant de l'ACTH. Vous allez voir, vous allez entendre des maladies, des syndromes de Cushing, plus ou moins une paranéoplasie, hein, des sécrétions ectopiques, ça existe aussi là-dessus, pour vous dire simplement que cette partie-là, comme c'est l'hypophyse, eh ben, c'est plutôt une neurochirurgie que vous allez entendre parler. D'accord? Nous, on va s'en occuper que le syndrome Cushing surrénalien, qu'il est indépendant de la sécrétion au déficit de sécrétion ou hypersécrétion de l'ACTH. D'accord? Alors, pour différencier, c'est quelque chose de simple, on va dire, schématiquement. Les cortisols, il est élevé et le ACTH, il est élevé dans le syndrome Cushing, le syndrome ou para-Cushing, je veux dire maladie ou syndrome, donc qui sont dépendants de l'ACTH sécrété par l'hypophyse. C'est pour cette raison que vous allez entendre parler en neurochirurgie des chirurgies éventuelles sur l'hypophyse. Alors nous, on va ce syndrome Cushing surrénalien. Alors on a dit qu'elle est indépendante de l'ACTH, forcément, le cortisol va être élevé, comme pour le premier groupe, et l'ACTH, par contre, il est basse au normal. D'accord? Mais plutôt basse que normal. Dans tous les cas, le cortisol il est nettement élevé, hein, dans les valeurs standards. Voilà pour le petit rappel introductif. Donc, on va s'occuper du syndrome Cushing. Est-ce que je vais assez rapide? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. C'est pas trop rapide peut-être, je sais pas. Vous me dites, hein? Non, ça va. Alors, hypercortisolénisme au syndrome Cushing. OK. Donc,
On va démarrer par la consultation d'anesthésie. Évidemment, qu'est-ce qu'on a en consultation d'anesthésie? C'est un patient sur corticothérapie devant subir une anesthésie. Pour une chirurgie de l'hypophyse, on ne s'en occupe pas. Pour une chirurgie des surrénales, oui. D'accord? Alors, l'objectif, évidemment, c'est assurer qu'elle soit adaptée. Et ce n'est pas facile. Il y a toujours un mouvement. Le dosage d'une semaine n'est plus d'actualité, on va dire, la semaine d'après. C'est très compliqué. Alors, à côté de ça, notre objectif, c'est que nous, on ne surrajoute pas. Donc, éviter un possible syndrome Cushing iatrogène. Autrement dit, le patient, il va avoir donc la nouvelle qui va être opérée. Et le stress chirurgical, dans ces patients qui sont déjà compliqués psychologiquement, ben, il va augmenter le besoin. Donc, il y aura plus de cortisol à leur donner. Les traitements à long cours diminuent la réponse du cortisol, donc la cortisone. Donc, il y a deux bonnes raisons pour supplémenter encore davantage. Donc, poursuivre la corticothérapie jusqu'à le matin de l'intervention. Et puis nous, on dit on double ou on triple la dose. Bon, bref, ça c'est question médicale encore une fois, mais c'est ce qu'on fait. Donc, on prévoit de rajouter. Il y a juste deux choses à tenir en compte, mais ça, on le sait déjà à l'avance par l'endocrinologue qui a fait toutes ces recherches. Oui, on doit le faire systématiquement pour un adénome ou une carcinome, donc une maladie maligne. Et pourquoi? Parce qu'il y a une atrophie de la cortico-surrénale qui est effondrée avec l'ACTH, un plus pour la chirurgie qui est un lien avec l'hypophyse. Ou bien parce qu'il y a une réponse inadaptée au stress périopératoire. Rien que ça. Mais il y a d'autres choses. Pour nous, c'est ce qui nous touche davantage. Et non, il ne faut pas en faire pour l'hyperplasie. Donc, pas de supplément. Donc, on devrait juste vérifier les bons termes et les bons diagnostics pour pouvoir agir. L'évaluation, c'est comme tout. Dès qu'il y a une hypertension, on doit voir s'il est piquant, combien de temps et s'il est bien géré. Donc, plus longtemps il y a une hypertension qui n'est pas bien gérée, ou tout simplement il y a une hypertension très ancienne, sur le cœur est là en retentissement. Donc, est-ce qu'il y a une maladie quelconque qui se cache derrière? À côté de ça, il y a le diabète qui est perturbé, forcément, parce qu'il y a non seulement ils ont tendance à faire le diabète naturel, on va dire, mais aussi par rapport à le cortisol. Donc, et puis, les conséquences directes, c'est les troubles ioniques. PEROP, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce sont des patients compliqués, parce qu'ils sont des obèses. Il y a de l'ostéoporose sévère, ils sont mal partout. Donc, ils nous disent, ah là là, oh là là, comment je ne peux pas, etc. Ils sont perdus un peu de force. Il y a amyotrophie. Et la peau, ils sont très fragiles. Il y a un risque de pneumothorax à cause de tout ça, de la fragilité osseuse, etc., qu'il faut contrôler post-opératoire. Il y a un risque infectieux, généralement une immunosuppression plus ou moins importante. Donc, c'est le seul qu'on doit faire une antibioprophylaxie. L'AG, c'est l'équipement induction, c'est assez classique, donc je ne reviens pas. On fait ce qu'on peut, ce qu'on veut, ce qu'on a en ce moment, surtout, on va dire. Il n'y a rien de particulier, donc il y a juste l'antibioprophylaxie à rajouter. Évidemment, la surveillance de l'hypertension, qui est en fonction, je vous rappelle juste, les deux petites choses, c'est que quelqu'un qui a une hypertension PEROP, je pense à quoi? Je pense pour vous, il ne dort pas assez. Donc, il a mal, il ne dort pas assez. Donc, est-ce que j'ai bien endormi cette patiente? Ça, c'est la première question.
Deuxième question, je me dis oui, cette hypertension est réactive. Alors, est réactive parce que le patient en cause, il fait cette maladie hypertensive. D'accord. S'il y a une insufflation, s'il y a une intubation légère, je veux dire à la profondeur pour l'intubation, tout ça, l'hypertension, il va se déclencher d'autant plus rapide que pour une autre. D'accord. Et puis, je rappelle aussi que quand on fait la cœlioscopie, au bout de 45 minutes, une heure, il y a une hypertension qui se déclenche, même pour les patients qui ne sont pas hypertensifs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces types de cours. Il y a toujours une hypertension qui se déclenche à cause de cette compression intra-abdominale par le gaz CO2. Hein. Et puis, et donc, mécaniquement, il va aller vers le thorax. Le thorax, lui, il est en ventilation contrôlée. Donc, prime volume, prime fréquence, OK. Et le seul organe qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas contrôlable par la pression, c'est le cœur. Donc, le médiastin, il va être comprimé par le thorax, qui lui, il est comprimé par l'inflation abdominale. Et petit à petit, il va se comporter comme une autre réaction cardiovasculaire et il va nous donner cette hypertension. Donc, on se dit hypertension, j'ai endormi bien, c'est la cellule ou c'est la maladie qui se déclenche tout seul. Donc, c'est des choses à gérer par opératoire. Et puis, tout le long, il faut contrôler l'hémoglucotest, je dirais par heure, per op. C'est ce qui est recommandé. Les premières 6 heures, comme partout, dès qu'il y a un diabète maladif et instable, donc la prise en charge du diabète. Ensuite, on va apporter, donc le matin, j'aurais pu mettre en premier, l'apport hydrocortisone. L'apport de hydrocortisone, ou bien on a doublé la dose de sa cortisone tout au début le matin, comme ça on a une petite charge, et per op, déjà, on commence. Hein. Alors, sur les doses, il ne faut pas trop tenir compte parce que des fois, on se met d'accord avec les chirurgiens qui lui-même s'est mis d'accord avec un protocole de l'endocrinologue. Déjà, ils viennent des fois tout bien fait. Des fois, il n'y a rien. Et donc, on doit s'adapter progressivement si on met 100 ou 150 ou 200. Et en fonction du poids, évidemment, ça change tout aussi. Voilà. Post-op, rien à vous dire de plus à l'hyperglycémie, hypocalémie et l'alcalose qui peut se déclencher, qui ne dure pas longtemps d'ailleurs. Alors, si on enlève la restriction, on va dire, on dit voilà, le chirurgien a enlevé et tout va rentrer dans les normes. Et ben non. Le chirurgien a fait ce qui a été demandé de faire, mais ne supprime pas toujours les effets de la tumeur. La thérapie substitutive adaptée à la sécrétion restante, on ne sait pas. C'est compliqué. La surrénale contralatérale, fonctionne-t-il? On ne sait pas, on va le savoir plusieurs mois après. Est-ce que lui aussi, de l'autre côté, il commence à donner signe de faiblesse? C'est possible, puisque normalement, tout est en relation. Les effets indésirables possibles des glucocorticoïdes, il faut penser, d'autant que on lui a fait un traitement aigu, important. Alors, je vous rappelle juste, qu'est-ce qu'il fait le corticoïde? Il donne l'hypertension, l'asthénie, des crampes, rétention hydrosodée, ulcère de stress, désordre psychiatrique, retard de cicatrisation, augmentation des infections. Donc, ce n'est pas rien, on va dire, cette maladie des Cushing. Alors, en pratique, si on récapitule, on fait un pré-op,
qu'est-ce qu'on fait? Ben, bilan pré-op, retentissement de la hypertension sur le cœur, équilibre ionique, glycémie, assurer une cortisolémie adaptée. Pré-op, ben, on fait ce qu'on doit faire. Alors, l'installation de patients, c'est pas simple. Il y a un risque infectieux, un pneumothorax possible, parce que tout est fragilisé, donc c'est assez rapide. La proportion, quand même, elle est faible, hein, mais il faut se rappeler, c'est plutôt pour le médecin, qui doit faire un radio des contrôles post-opératoire. Assurer une cortisolémie adaptée et un post-op, la prise en charge de déficit glucominéralo-corticoïde. La mortalité est élevée si on le fait les deux ensemble. On ne le fait plus, vu la statistique. Donc, la surrénalectomie, qui sont tous les deux malades habituellement, il y a en bon le 1 qui est le plus grave, on va dire, et on le fait. En tout cas, si on fait les deux, c'est plus grave. Donc là, on a besoin d'aller en soins continus. Voilà. Ça, c'est pour la maladie du Cushing. Alors, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait un. On va se faire une petite pause, peut-être. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous convient? Au mini-pause? Ou je continue? C'est comme vous voulez. Parce que là, on va attaquer sur l'anesthésie de la chirurgie médulo-surrénale. Donc, jusque-là, c'est la partie externe de la surrénale. Et vous avez vu que, vous verrez, je peux vous dévoiler, que s'il faut choisir entre la maladie du Cushing et le phéochromocytome, vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil et que le phéochromocytome, il fait peur, mais en fait, une fois que la chirurgie s'est faite, tout est en règle, on va dire. Ce n'est pas le cas des autres maladies. Est-ce que 5 minutes de pause, ça vous convient? Ok, 5 minutes de pause, on reprend à 28. Parfait, merci. Ok. L'anesthésie de la partie médulaire de la surrénale, on a dit que là, on va s'occuper du phéochromocytome. Alors, le diagnostic, ça va assez net. C'est un tumeur, donc on parle d'une tumeur adréno-sécrétrice des glandes médulo-surrénales. Là, on parle de phéochromocytome. Mais il y a aussi une tumeur, c'est plus rare, hein, et cette tumeur, ça rajoute la sécrétion à niveau des synapses nerveuses. Et là, on parle de paragangliome. Évidemment, les cas typiques pour une phéochromocytome, c'est une hypertension. OK? Mais cette hypertension, elle est soudaine, elle est sévère et variable dans le temps. Autrement dit, aujourd'hui, si j'ai quelqu'un qui a une phéochromocytome, il a une tension 12, 14, et d'un coup, il se met à 20, 22. Et il ne le sait pas, et 2 heures plus tard, il revient à la normale. Donc, la semaine d'après, il peut avoir quelques pics, ou plutôt durer plus longtemps, toute la journée. Donc, il ne sait pas s'il a, ou il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et même le médecin traitant, il peut commencer à le prendre, et ce jour-là, au moment où on arrive, c'est plus calme. Voilà. Donc, c'est soudain, c'est sévère, c'est variable dans le temps. Ensuite, et parfois, comme je vous ai dit, hein, c'est parfois difficile à contrôler et à confirmer le diagnostic. J'ai l'hypertension ou je ne l'ai pas. Il a une hypertension, d'accord, mais peut-être pas. Alors, de là à penser que c'est en relation directe avec la surrénale, il y a quand même un pas différent, mais plus tardif. D'accord? Alors, supposons qu'on a dit qu'on a une grande suspicion d'eux, parce que généralement, on traite une hypertension quand il reste toujours dans les valeurs à traiter,
et donc est déjà sur un traitement. Le endocrinologue ou le cardiologue ou le médecin traitant, il rajoute un deuxième traitement, un deuxième médicament. Ça ne suffit pas. Et cette fois-ci, des plus en plus, c'est plus variable dans le temps, mais c'est presque tout le temps. Et là, on passe à la troisième médicament. Et généralement, on dit là, on ne peut plus contrôler cette hypertension parce que on a donné un bêta-bloquant, on a donné un alpha-bloquant, on a rajouté ceci, et toujours 19, 18 et des fois 22. Donc, on fait un dosage de métabolites des catécholamines. OK. Et là, ils nous disent, pour confirmer qu'il y a la surrénale qui participe, et ben, les dérivés, on appelle les dérivés méthoxylés, hein, urinaires. Et je vous ai dit déjà au départ que ces catécholamines qui sécrètent, c'est variable, et quand on dose à niveau plasmatique, on ne les trouve pas. Alors, ne pas trouver, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, par contre, à niveau urinaire, il est presque tout le temps. Alors, il y a une fiabilité là-dessus. D'accord, on va parler. Donc, ce sont des dérivés inactifs, norméthanéphrine pour schématiser. Il y a plein de métabolites, la méthanéphrine, etc., etc. Je peux vous donner la liste, mais ça n'avance pas grand-chose à partir du moment où on fait ces dérivés et on voit que tous sont modifiés à la hausse. 80%, ce sont des métabolites de la noradrénaline et l'adrénaline. Et parfois, les autres sont presque normales et juste les métabolites de la noradrénaline, la norméthanéphrine, il est exclusif. Il n'y a que lui qui est à la hausse. On appelle aussi les méthoxamines. Ce sont de langage médical. Donc, eux, ou les dérivés méthoxylés, c'est la même chose. C'est juste pour dire qu'à partir du moment qu'on les charge à niveau urinaire, donc la fiabilité est de 100%. D'accord? Si on charge à un niveau plasmatique, il y en a pas. Oh, il y en a, mais donc ça rajoute au diagnostic. Évidemment, on va aussi savoir quel côté. Et pour savoir le côté, ou les deux, ou un qui est plus important que l'autre, donc on va avoir recours à l'exploration radioisotopique pour savoir. Donc là, à ce moment-là, ils font une méthiodobenzywanidine, enfin ce isotope, qui diffuse dans l'espace intersynaptique et est récapté dans les terminations adrénergiques et marque. Et donc, quand ils font POF, les radios, on va dire, cette séquence, il nous donne la grandeur à peu près, ou simplement qu'il est isolé sur un côté. Voilà. Le diagnostic est fait. Le côté, on le connaît. En tout cas, il y a un côté qu'il faut le traiter. Et il va à la chirurgie. Donc, évidemment, le but pour tous, en commençant par celui qui a découvert ou qui pense, c'est de limiter les effets de la catécholamine, hein, donc qui ne se transforme pas en une hypertension maligne, ou des fois, il est arrivé à la consultation ou autre, il a une hypertension maligne. D'accord? Alors, l'incidence, c'est quand même aussi faible que les autres, 0,1% des hypertendus. C'est quand même faible par rapport à toutes les hypertendus qu'on connaît et sont d'autres causes. Alors, les hypertensions surrénaliennes, oui, je vous ai déjà dit, 90% sont bénignes. Il y a 10% un peu malignes ou malignes. Donc là, on va parler des phéochromoblastomes. Localisation. Localisation, vous allez vous dire, mais localisation, ça va être toujours dans le phéo. Donc, on parle de surrénal. Détrompez-vous. Détrompez-vous parce que si bien
on parle des surrénales et qu'on va les opérer, les surrénales, ok, l'extrarénal existe. Donc, ce qu'on appelle une localisation ectopique. Et ça, c'est pas les radioisotopes qui le détectent. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est rare. Pas rare du tout. La semaine dernière, il y a moins de 10 jours, hein, ben, j'ai dormi une autre patiente comme ça, mais que la localisation, il était entre, au flanc droit, entre l'appendice et le côlon. Donc, la question qui se posait, c'était de dire, bah, il est où? Il est à côté du côlon, donc il faut faire une colectomie associée, ou tout simplement l'appendicectomie, puisque la zone, elle était entre les deux. Vous voyez? Et c'était rare qu'il y a des choses comme ça, mais existent. Mais quand même 15% dans la littérature. Vous voyez? C'est assez intéressant pour nous de bien comprendre comment ça se passe. Alors, le seul traitement efficace, c'est l'exérèse chirurgicale. Et même si c'est une chirurgie, là j'ai marqué chirurgie, mais je pourrais marquer chirurgie et anesthésie à haut risque cardiovasculaire. D'accord? Alors, donc une fois qu'on a à peu près ces 6 problèmes, eh ben, on arrive à la consultation. Notre but, c'est quoi? C'est gérer au mieux, certes. Donc, on va constater, on va vérifier et on va faire quelques ajustements nécessaires au pas. L'évaluation de retentissement cardiovasculaire, oui. Donc, une atteinte myocardique probable, oui, non. Donc là, évidemment, on va penser à une ischémie latente qui demande juste à s'exprimer. Il y a des troubles des rythmes, parce que c'est important de savoir s'il a déjà avant quelque chose ou pas. S'il n'a pas, tant mieux. Résultat des explorations cardiovasculaires, on les a demandées, mais on ne le sait pas encore. Donc, des fois, on arrive à savoir que le matin de l'intervention. Équilibre de la glycémie, normalisation de la kaliémie, ça fait partie de contrôle, de vérification, et puis l'hypertension. Donc, on va optimiser et que peut-être il y a un problème avec le traitement qui ne convient pas. Il y a des suspensions relais molécules à demi-vie courte ou tout simplement il y a des molécules qui ne marchent pas et qui sont, et ça a commencé parce que justement c'est difficile à gérer. Ça fait que 2 jours qu'il a commencé un médicament, par exemple, et on ne sait pas ce que ça donne. Et là, la chirurgie arrive. Donc il y a toutes sortes de gestion à faire préopératoire. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a l'hypertension, mais il y a des circonstances qui déclenchent. Donc, il y a quelques médicaments. Bon, à niveau préopératoire, on doit savoir lequel, mais évidemment, là aussi, il fait référence donc à ces médicaments, autres médicaments qui sont associés pour quelque chose. Les efforts, c'est plus des personnes qui sont contre-indiquées en effort. Si c'est une dame, un accouchement, si un enfant est en cours, il faut vite l'opérer avant en voyant à quel mois elle est, voilà, pour éviter tout ça. Et puis, savoir qu'il y a une anesthésie et qu'il y a une chirurgie et qu'on lui a dit c'est quand même pas facile et c'est complexe. Donc, tout ça fait qu'il peut être la veille de l'intervention ou jusqu'à la veille équilibré et la veille et le lendemain un déséquilibre complet. Pas facile à gérer, mais on a. Ensuite, eh ben, on va penser à la préparation justement pharmacologique préopératoire. Je vais faire quelques petits rappels du quoi.
Évidemment, on va traiter progressivement jusqu'à la normalisation de la tension. Le but, c'est qu'il n'y ait pas à cette personne une hypotension orthostatique. Parce qu'à un moment donné, on a tellement peur de en rajouter encore des médicaments hypotensifs que on se pose des questions, on n'ose pas. Alors, le traitement, il s'agit de quoi? C'est des blocages sympathiques de façon pharmacologique. Je vais faire appel à vos connaissances des pharmacos alpha, bêta, adrénergie. Je rappelle juste, enfin je me dis tout là, les bêta bloquants, enfin les blocages des récepteurs alpha adrénergiques, c'est une première intention. Alors le cardiologue, etc., ils ont commencé aujourd'hui à faire la prazosin, parce qu'ils les connaissent mieux ailleurs, est arrivé le rapidil, ok, donc ils arrivent déjà avec ça au moins. Ensuite, ça n'a pas marché il fou, et ben, ils ont rajouté les bloquants de bêta-adrénergiques. Et généralement, on les utilise, on pense, dès qu'il y a une tachycardie. Voilà, l'avétalol, Trandate, ça c'est le plus classique que le cardiologue ou endocrinologue le font facilement, ils les connaissent bien. Et donc, nous, on arrive avec ça. Bien. Et puis nous, là, vous voyez que là, on parlait des alpha et bêta adrénergiques. Bien. Et puis, il y a le loxène, que nous le connaissons bien en anesthésie et que le cardiologue, il ne s'apprécie pas beaucoup. Mais voilà. Alors, ces inhibiteurs calciques, il faut se rappeler, hein, ça implique, il y a une implication, on va dire, dans les canaux calciques, un voltage dépendant de la sécrétion des catécholamines. Leur action se situe essentiellement au niveau vasculaire, d'accord, pour le loxène. Les molécules d'autant plus efficaces que la pression artérielle est élevée. Parenthèse, que la cellule musculaire lisse et dépolarisée. Autrement dit, c'est une molécule qui n'a rien à voir avec l'alpha à l'action bêta, et peut-être, on se dit nous, peut-être que c'est pour cela que nous, les anesthésistes, on l'aime. Parce qu'il faut dire quoi? Ce n'est pas question d'aimer, pas aimer, c'est question d'efficacité. Si je fais du rapidil, hein, on le fait, on a testé, et ben, ça marche et ça ne marche pas. Donc, moi, je n'ai pas besoin de réfléchir si ça ne va pas marcher. Donc, par contre, le loxène, je sais qu'il marche. En tout cas, ça va marcher. Voilà. Et c'est pour cette raison, on utilise largement en anesthésie le loxène et il n'y a pas un autre produit qui va le supplanter aujourd'hui. Le rapidil, des fois, il vient avec, il n'est pas question de l'arrêter. S'il est avec, on continue au bloc opératoire aussi avec. S'il est déjà sur le loxène, on continue aussi. D'accord? On peut les associer. OK. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une idée bien claire de pourquoi, de comment. Ensuite, on arrive à la chirurgie. Donc, quelques petits mots sur la chirurgie. Forcément, tout XRS chirurgical, aujourd'hui, c'est par cellulose, donc ça s'appelle laparoscopie. C'est très rare qu'on arrive à la laparotomie, mais on peut y arriver. C'est très rare, plus rare encore, que le chirurgien il nous propose un laparo d'emblée. Si le chirurgien il nous propose un laparo d'emblée, c'est que c'est plus grave et que la tumeur elle est envahissante, elle est collée, elle est quelque chose que techniquement, il se pose des questions importantes au chirurgien. Donc là, nous aussi, on doit suivre l'idée que c'est plus complexe. Donc c'est une chirurgie abdominale à haut risque cardiovasculaire. Pourquoi? Mais on va le voir progressivement. C'est une chirurgie banale à premier abord,
des chirurgies abdominales, l'installation des cubes latérales, demi-latérales, comme il veut le chirurgien, proclive, 30 degrés, attention, ça peut jouer. Il faut pas oublier que si c'est comme ça, au moment où on a besoin de récupérer un peu de tension, de diminuer ceci. Les buts chirurgicaux, évidemment, c'est l'exposition de l'espace surrénalien et de pédicule vasculaire. Il faut que lui soit techniquement possible sans être gêné donc par les intestins. Donc on va tout faire pour l'aider. C'est ça le but de l'anesthésie, c'est aider aussi au chirurgien de mieux agir et le plus rapidement possible. La durée de la chirurgie est variable, donc on est parti pour 1h15, 1h30, 2 heures, voire plus de fois. Ok. Les traitements, je veux dire, rarement est bilatéral. D'abord parce que c'est plus long, deuxième parce que c'est plus complexe, et troisième, c'est rarement aussi que la localisation est à enlever. Alors, normalement, on ne doit pas transfuser. Et c'est peu hémorragique, on ne transfuse presque jamais d'ailleurs, sauf, et même des fois, quand il se paye quelque chose. Alors, il fait une plaie, ok, là, si la plaie elle est importante ou légèrement importante, ça va dépendre de l'hypertension. Parce que des fois, il y a des toutes petites plaies, mais la pression fait que il ne voit rien. Donc là, c'est grave. Là, on passe à l'aparo, une conversion. Alors, je marque bien hépatique. Ça veut dire que la surrénale est du côté droit. Et la splénique, ou quelque chose qui concerne, c'est le plus grave, donc à niveau gauche. Donc, ça dépend de la plaie, ça dépend quel type de plaie. Ça arrive aussi de la veine cave, assez souvent d'ailleurs. Voilà. Mais des fois c'est minime, des fois c'est complexe. Alors, je ne vous dis pas en hémorragie avec hypertension. Donc ça va dépendre à quel moment cette plaie a lieu. Après l'exérèse, tout de suite pendant l'exérèse, quand on est au maximum de nos possibilités, nous, d'agir sur le 20 à 22 de tension, ou il arrive quand elle s'est calme. Ça va dépendre. Donc, là, je vous ai déjà dit, la conversion à l'appareil d'urgence. Alors, les événements attendus, c'est la stimulation sympathique. Donc, on sait qu'il y a une hypertension, on sait qu'on a géré au mieux l'anesthésie, on n'a pas trop fait shooter, ça est revenu tout de suite, ok. Mais ça dépend aussi, il y a des périodes clés des stimulations sympathiques. D'accord? Donc, est-ce que la hypertension s'accompagne de la tachycardie? Ce sont des accès rapides, et puis il y a des calmes. Ce qui veut dire que la même chose qu'on se disait avant, il peut y avoir des périodes où il y a des sécrétions, et puis ça se calme, il n'y a plus de sécrétions. D'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait toujours régulier. Alors, ces périodes-là, il s'agit de quoi? C'est sécrétion des catécholamines, il peut avoir à l'intubation, à l'installation, à l'incision. Donc déjà, ça, ce sont des choses qu'on peut nous gérer autre que la pharmacologie hypertensive. À l'intubation, si c'est une anesthésie light, donc comme on dit, induction light, ça ne va pas le faire. On va avoir une réaction. Plus prononcée, on va dire. L'installation, ça dépend comment il peut faire, à quel endroit, à niveau des mouvements. Il n'est pas conforme, il n'est pas adapté. L'incision, évidemment,
Ça, ce sont des choses qu'on va dire, c'est imputable à nous. Est-ce qu'on a bien fait notre anesthésie? On peut se poser des questions. Et puis, l'autre, pour les autres, c'est partagé donc avec les chirurgiens. Tout va bien, et là, une insufflation de pneumopéritoine, et là, c'est la pression abdominale qui fait que, bon, il y a des sécrétions, plus ou moins importantes. Il n'y a pas eu, il y a eu très peu, ok, très bien. Et là, on arrive au plus lourd, c'est-à-dire que ça rapproche petit à petit de la tumeur, il a fait toute sa dissection, il commence à voir là le rein et le bout de la surrénale. Et dès qu'il commence à toucher, il peut déclencher. Mais on s'est aperçu, on sait mieux maintenant, que cette sécrétion la plus grave, la plus importante et la plus méchante qu'il peut avoir, c'est quand il touche les veines, qui sont reliées à la tumeur. Puisque toute la sécrétion, comme je vous ai déjà dit avant, hein, c'est pas synaptique, c'est vasculaire, c'est-à-dire que ça sécrète direct sur les vaisseaux, et notamment sur les veines. Il rentre dans la circulation et fait l'effet immédiat. Une fois qu'on a tout fait et que tout ça se passe bien et qu'on l'a enlevé, c'est pas fini pour nous, ni pour le chirurgien, bien sûr. Il y a l'excès tumoral enlevé, et là, on a un collapsus brutal qui va persister longtemps. Pourquoi il va persister? D'abord parce que en voulant faire, on a fait une anesthésie peut-être un peu plus profonde. En voulant contrôler l'hypertension, eh ben, on a mis plein de produits qui sont encore dans la circulation et que maintenant, il n'y a plus de sécrétion des catécholamines. Donc, tout ça fait que d'un coup, hein, il s'arrête tout. Et nous, on est à la ramasse, et cette hypotension. Donc, on allège un peu l'anesthésie, d'accord? Et là, on doit faire dans l'autre sens. On va mettre un peu d'hermine cette fois, pour la bonne cause. D'accord? Donc, ça, ce sont des périodes clés qui, l'anesthésiste doit être en salle, évidemment. C'est pas évident des fois quand on a deux salles en même temps. Voilà. Alors, je vous fais juste un schéma qui est connu. Hein. Si j'ai pas mis là. Voilà, peu importe. Là, vous voyez bien, avant, donc le patient qui arrive, après l'intubation, on peut avoir des pics. C'est une période. Donc, on a dit, dès qu'on gonfle le pneumopéritoine, évidemment, ce n'est pas linéaire, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les manipulations, donc, c'est là où il y a les pics les plus importants de tous. C'est là qu'on doit avoir notre attention maximale. Et puis, après c'est la chute. La chute, des fois, c'est même plus que ça. Et puis, il y a toujours une petite tension en salle des réveils. Voilà. En gros, pour que ça soit bien clair, je vous ai rajouté ce petit écran, petit carré. Voilà pour les effets des stimulations sympathiques qui en craignent tous. Voilà. Ensuite, on va parler plus pour nous, hein, pour aujourd'hui, pour ce matin, les monitorages et l'équipement. Évidemment, hein, là, c'est le basique. Je vous mets dans la liste, mais vous le savez, vous devez le faire et que ça, c'est votre job. Et le nôtre aussi. Le basique, ben, c'est ce qu'on fait pour tous les opérés. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne passe plus de ces voies veineuses périphériques multisites. Donc ça, c'est le premier. Hein. On commence comme ça, comme d'hab. Les monitorages continus de la pression artérielle
qu'on peut faire appel aussi à l'index cardiaque en fonction de constatations effectuées en consultation. Heureusement, ce sont des personnes quand même inférieures à 60 ans. C'est très rare plus tard, aujourd'hui, en tout cas, tout ce que j'ai vu. Évaluation de la volémie, où on peut aussi, déjà avec une ETO, hein, voir si la fonction cardiaque est précaire ou pas, ou on s'attend à la précarité à partir du moment où il fait des troubles des rythmes, à une fraction d'éjection qui est un peu faible déjà, etc., etc. Donc, ça va être en fonction des antécédents et constatations préopératoires. La voie veineuse centrale, oui, surtout s'il y a une précarité veineuse. On n'arrive pas à prendre un bon calibre pour la première perfusion, et ben, là, on passe direct, ou sinon, il n'y a pas besoin, si ce n'est pas le cas. Évidemment, je répète, la voie veineuse périphérique numéro 2, il faut que ce soit des grands calibres. Ça, c'est comme pour toute chirurgie basique. Aujourd'hui, on ne fait pas le remplissage pour le remplissage, c'est-à-dire que on met un deuxième voie, on met encore une perfusion. On met la voie, on les garde au chaud. Si on utilise, il faut que ce soit d'accès. Si on utilise, OK. Si on n'utilise pas, OK. Donc, pour le saignement, pour la transfusion, pour la perfusion rapide de grand calibre, parce que dès qu'il dit multisite, dit diminution de débit pour la perfusion, et puis on ne peut pas tout faire la gestion sur une seule veine, ce type de patient. Évidemment, pas loin, on va repérer qu'il soit juste à côté, le réchauffeur, l'accélérateur de perfusion. Voilà. Juste pour côté pratique, la voie veineuse périphérique numéro 1 et la pression artérielle sanglante, il faut que ce soit du côté opposé à la tumeur. C'est le côté de la vidéo qui fait que le chirurgien il a besoin de l'autre bras qui soit complètement allongé. Ici, c'est une PA, c'est compliqué à gérer. La perfusion aussi, parce qu'on doit brancher plein de choses, on doit fermer tout de suite, etc. etc. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un risque hémorragique dû à l'hypertension. Une petite, ça se transforme toujours en gros quand il y a une hypertension, évidemment. Ça, c'est logique. Les risques d'insuffisance cardiaque, oui, on fait passer depuis quelque temps à un régime important de l'hypertension et tout d'un coup, on enlève tout. Donc là, est-ce que le cœur il a souffert, il est allé au maximum et maintenant, on lui relaxe complet. Et là, il y a une hypotension qui peut durer. Je répète tout ça, je viens de vous dire tout à l'heure. Alors, on va revenir un peu plus terre à terre. Là, induction, entretien. L'antibioprophylaxie n'est pas recommandée. Il n'y a pas d'ouverture de tube digestif. Il n'y a rien qui indique qu'on doit les faire. Donc, normalement, c'est simple, ça, comme chirurgie de point de vue infectieux, donc non recommandé. Les hypnotiques, propofol, ouais, et on se met au sévorane. Les desflurane n'est pas recommandé. Je l'ai mis en parenthèse, mais cette recommandation n'est pas formelle, c'est-à-dire que nulle part c'est marqué qu'il ne faut pas utiliser. Néanmoins, du point de vue pharmacologique et que les systèmes sympathiques parasympathiques, c'est préféré maintenant, le sévorane que le desflurane. Je dirais même, il y a une petite, certains endroits, je ne le marque pas parce que voilà, je ne peux pas le documenter, mais à Grenoble, on s'est mis d'accord, le desflurane, on n'utilise pas pour cette pathologie. Les morphiniques, on peut tout faire. On peut commencer par Sufenta, terminer le Rémi, faire qu'avec du Rémi, faire qu'avec des Sufenta, pas de problème, aucun souci. Et attention maintenant.
On peut faire aussi que ce soit l'hypnotique, bon, je mets dans deux ordres. Ok. Je disais attention parce que là, il y a quelque chose qu'on ne le fait pas souvent. C'est l'anti-hyperalgique. Donc, c'est à éviter et à Grenoble, c'est contre-indiquer la kétamine. L'accupant, il vaut mieux éviter. Tout ce qui est parenthèse, éviter vraiment. Là, la kétamine, non. Vous avez peut-être compris. Qu'est-ce qui fait la kétamine? Si on met trop, pas assez, au réveil, etc., ça stimule. Et si on lui met, des fois, il y a des habitudes non recommandables, c'est qu'on va endormir le patient et juste avant d'endormir, on lui fait la kéta, une bonne dose de kéta avant même qu'il a perdu connaissance. Et là, je peux vous garantir, l'hypertension, il va démarrer avec une tachycardie. Hein, c'est le but de la kétamine. Donc, non. Pré-op, non. Post-op, non. Après, il y a les curares. Les curares, on sait que ça va durer assez longtemps. On peut juger éventuellement, penser à la trachéome, mais il vaut mieux pas. Les CISA, on peut gérer, il n'y a pas de souci. L'autre, c'est un peu tachycardisant. Il peut avoir des réactions allergiques, etc. etc. On ne joue pas là-dessus. Et ce n'est pas la question de je réveille ou ça va faire un peu plus longtemps que j'ai fait le CISA, je ne peux pas l'extubation. On s'en fout. Le plus important, c'est la sécurité du patient, pas le temps que l'on prend. Ah, à votre avis, est-ce que quand je mets l'éphédrine, je dis à éviter au début de l'induction? Est-ce que c'est logique pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi je mets l'éphédrine au début à éviter? Parce que ça Est-ce se que vous... fait surrénal. Oui, mais il fait quoi? Et ben, il libère les catécholamines endogènes. Oui, mais en faisant quoi? L'éphédrine, il y a quoi comme stimulation? À quel récepteur? Alpha et bêta. Alpha et bêta. Oui. Donc, je ne veux pas rajouter une petite amine à une sécrétion d'amine. C'est clair. Mais je vois dans les inductions, il y a une petite chute. Boum, il y a quelqu'un qui me fait le 9. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout voir sur l'intervention. Et là, je dis, et pourquoi? Pourquoi? Bon, bref, à éviter l'éphédrine. Voilà. Quand je suis dans la salle, je prends l'éphédrine et je le cache. Parce que la seringue d'éphédrine est déjà toute prête à être utilisée. Et là, oui, c'est bien que ce soit prêt, mais pas dans les endroits visibles, on va dire. Parce que des fois, les réflexes arrivent plus vite que la réflexion. Ensuite, on peut faire l'axillo. Aujourd'hui, on ne le fait pas assez chez nous en thoracique vasculaire, l'axillo. D'abord parce que de toutes les chirurgies que nous faisons, il y a très peu de chirurgie abdominale. On sait que l'axillo, poussage électrique ou dans le groupe OFA, c'est recommandé. On sait que ça marche, mais en chirurgie osseuse, il ne marche moyen. Donc, tout ce qui est thoracique, sur l'os, etc., on a testé, ça marche moyen. Mais là, c'est une très bonne indication, on peut en faire. Et d'ailleurs, on a vu qu'on gère assez bien le post-op de la douleur, d'accord, mais c'est surtout pré-op sur les tachycardies. Est-ce que ça va se confirmer? J'en sais rien, mais c'est pas encore la règle. Et la dernière fois, j'ai utilisé pour cette surrénale ectopique, ça a très bien marché. Peut-être je vais continuer et proposer à mes collègues. Voilà. PCA morphine un peu tard, ok. Donc c'est juste pour dire que la morphine, il n'y a aucun souci, on peut faire même après, même pendant, même s'il a mal pour X raison, on peut utiliser, il n'y a aucun souci.
Voilà pour les médicaments, je crois. Alors, si on passe à être prêt. Donc, il faut se tenir prêt à quoi? Évidemment, je fais la répétition, mais autrement, donc, traiter les poussées hypertensives. Que ce soit par bolus ou pousse à angle électrique, ben, le pousse à angle électrique, c'est bien, mais par contre, on ne sait pas si la sécrétion des catécholamines elle est ponctuelle, c'est-à-dire que boum, monte, et après, il ne monte plus. Donc, il n'y a plus de sécrétion. Et si je mets pousse à angle électrique, c'est continuel. Donc, à un moment donné, on peut avoir des chutes flagrantes puisque l'hypertenseur en cause, il continue à circuler dans le sang. Donc, c'est pour cette raison, le pousse à angle électrique d'emblée, l'éloxène, pour ne pas dire ce qu'on utilise le plus, et il est tout prêt, mais ce n'est pas utilisé. Plutôt c'est un bolus, puisqu'on va voir, on va tester si c'est temporaire ou c'est pas temporaire du tout. Et d'ailleurs, si c'est pas temporaire du tout, il faut toujours poser la question sur l'anesthésie. Il y a les traités, donc c'est-à-dire prêt à traiter les poussées des tachycardies. Donc il y a pareil, c'est des bolus, pousse à 5, c'est il faut que ce soit prêt en tout cas. Demander, il ne faut pas oublier de demander d'arrêter la manipulation pour une éventuelle stabilisation. Je le mets en sachant que l'équipe le sait très bien, le chirurgien le sait très bien, il voit, il entend la tachycardie, la tension, s'il voit qu'on est en train de régler, il a vu qu'il avait 122 et maintenant il a 18, donc on est en train de gérer. Il ne dit rien, il continue à bosser le plus rapidement possible, parce que c'est son but de tous. Donc voilà, mais néanmoins, il peut s'arrêter, pas toucher, hein, pour voir si ça aide, etc. Donc, ils sont attentifs à ça. Et c'est des périodes très stressantes, avec les chirurgiens qui sont au taquet. Donc, voilà. Donc, nous, c'est pareil, il ne faut pas trop en parler, trop faire de bruit, parce que des fois, on ne s'entend pas. Mais par contre, être très concentré là-dessus. Et puis, il faut être prêt à quoi? À traiter l'hypotension. L'hypotension, des fois, comme je vous ai dit tout à l'heure déjà, il y a 3 mécanismes globaux. Hein. Il n'y a plus de sécrétion, trop d'AG et trop de circulation des médicaments hypertensifs. Donc, le temps qu'on attend le tout, des fois, c'est très long. Même à la fin, on l'extuve, il est réveillé, décolorisé, tout ce qu'on veut, tout va bien, mais toujours à 7, 8 de tension, 9, et on amène en salle de réveil. 1 heure après, ils sont 10, et la deuxième heure, on passe des tensions correctes. Voilà. Avec un NIC. Alors, je vous passe aussi, là, c'est juste un titre indicatif, hein, je vous ai déjà parlé, la nicardipine, le rapidil, l'alpha-volcan, on peut faire des doses, ok, très bien. On peut, et là, je ne vous ai pas parlé, les smoleurs, quand il y a des tachycardies majeures. 160, 180, des fois 200. Donc là, et comme on sait que c'est court comme action et court comme sécrétion, parce qu'à un moment donné, il va s'arrêter, on est en la chirurgie, donc l'esmolol est indiqué. Voilà. Je crois que c'est tout pour le show. Bon, l'hypotension, là, on arrive, que ce soit l'alpha direct, indirect, pour quelle raison l'hypotension, il faut se poser la question. Mais là, on a le droit d'injecter ou de démarrer bien avant la néosynéphrine pousse à angle électrique, qui lui doit être branché. Mais lui est le seul médicament aujourd'hui que tout le monde l'adore, que ce n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années.
la néosynéphrine, donc ou la noradrénaline, ou l'éphédrine même, continuellement, répétitivement. Mais la noradrénaline poussant électrique, il est branché. Ça, dès le départ, parce que des fois, on n'a pas l'accès. Elle est branchée. Ça aide un peu, mais ce n'est pas lui à utiliser non plus au début. Là, vous avez compris pourquoi. Donc, c'est des petits pièges, et des fois, il y a plus le piège qui nous font des défauts au départ. Pas de noradré, pas d'éphédrine, on n'a pas besoin, peut-être la néo, pour pallier, et sûrement pas l'adrénaline au départ. Mais après, oui, après, on peut avoir recours pour donner un peu de peps, on va dire, si jamais ce sont des valeurs inquiétantes. Voilà ce que je peux vous dire sur les traitements, sur les médicaments, petit rappel. Voilà. Alors, en post-op, eh ben, si c'était la cellule, la douleur lui paraît être plus simple à gérer, les boissons, l'alimentation, les levées, c'est pour ça qu'on le fait. La paro, voilà. Donc, s'il y a un échec à la célioscopie, l'hybride, il n'a pas pu le voir, donc il se trouve avec des brides. Il y a une chirurgie ancienne sur l'abdomen qui pensait que, mais finalement, ça ne permet pas de faire une dissection correcte. Donc, il y a un abdomen cicatriciel, ok, bon, la paro, d'accord. Et je préfère que ce soit ça plutôt qu'un cellio et une ouverture d'un vaisseau, veine, etc. Donc, majoration des douleurs en post-op, majoration des risques des complications respiratoires, etc., parce que des fois, sont un peu obèses, retard à la reprise des transits, enfin, tout ce qu'il y a, la paro habituelle, on va dire. Alors, attention, après tout, elle a eu le stress, elle a eu l'hypertension, elle a eu tout, et là, ces patients, ils font une hypoglycémie majeure. Le chirurgien, en partant, il dit « Ah, quand on a la glycémie, c'est très bien. » Même le soir, il peut avoir des pics. Donc, nous, notre boulot, c'est PEROP, les hémoglucotests. Il faut voir la tendance. Si c'est à la hausse, c'est à la baisse. Mais en tout cas, il faut le faire par heure. Et le plus important, c'est les 6 premières heures. Alors, un risque d'insuffisance surrénalienne. Là, vous savez ce que c'est aujourd'hui. En tout cas, ça réfléchit la mémoire. Donc là, on peut avoir cette insuffisance surrénalienne après l'intervention. Donc, voilà. Alors, en service de soins continus, eh ben, non, au départ, hein, on ne prend pas de place pour ça, malgré que, sauf défaillance cardiaque. Ça m'est arrivé qu'une seule fois à discuter avec l'ARIA parce que ce patient il était géré par les cardiologues. C'était à Lusick, justement parce qu'elle avait fait une défaillance, insuffisance cardiaque. Et suite à l'insuffisance cardiaque, ils se sont posé la question, le pourquoi. Et là, ils ont découvert qu'il y a une hypertension majeure et surtout donnée par un phéochromocyte. Donc, le temps qu'eux, ils réfléchissent comme la meilleure façon pour stabiliser le cœur, et ben, nous, on se préparait pour ça. Donc, opératoire, ça s'est passé plutôt bien, un peu difficile pour tous, mais ça s'est passé plutôt bien, sauf qu'à la fin, et comme c'était déjà prévu qu'une défaillance cardiaque qui pourrait éventuellement s'aggraver, sa défaillance existante préopératoire, à ce moment-là, on se posait la question si on doit prévoir une, il manque le mot, en tout cas une contrapulsion. Et on avait prévu, et finalement, en salle de réveil, contre toute attente, elle était toujours à 6-7 de tension, et on a fait un écho qui est plutôt bien,
Mais on se disait, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et le réanimateur, oh, j'ai pas de place, j'ai place qu'à partir des 14h, 15h, et on avait fini à 10h. Donc, on l'a gardé, on l'a gardé, on l'a gardé, et puis 3 à 4 heures après, il s'est rééquilibré, il s'est redevenu à la normale. Donc, il est passé à l'USIC, quand même. Voilà. C'est le seul cas complexe qu'on a eu à traiter. Très, très complexe, on va dire. Voilà. Alors, durée moyenne habituelle, 4-5 jours. Hein, une fois que c'est réglé et puis que la tension, on enlève tout et qu'on voit avec quoi on reste, parce qu'il peut y avoir une hypertension adjacente ancienne, autre. En tout cas, voilà, en 4 jours. La mortalité, évidemment, elle est nulle, hein, post-op. Ou bien c'est avant. Il paraît qu'il y avait pré-op aussi, dans certains endroits, il y a quelques temps, quelques années. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on connaît et la façon comment on se prend, eh ben, il y en a moins. Voilà. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? En pré-op, préparation pharmacologique, il ne doit sûrement pas retarder la chirurgie. C'est le seul traitement vrai. Les bilans cardio, ben, il faut que ce soit fait, soit contrôlé, vérifié, et etc. etc. Pré-op, c'est une laparoscopie, c'est une surveillance continue des événements hypertensifs et sa réponse de ce qu'on fait. Donc, il faut lui donner un certain temps. C'est rappeler des périodes adrénosécrétrices. D'accord? Hypotension possible persistante. Donc, se pose la question, il y a une défaillance sérieuse. Et puis, les molécules, il faut que ce soit à disposition, à relire un peu, voilà, pourquoi des comment. Et quand on doit injecter un et pas l'autre, la séquence, des fois, il y a son importance. Ben, c'est le médecin qui réfléchit en fonction de ce qu'il a comme connaissance sur le patient pour agir convenablement à une réaction hypertensive, parce qu'on ne peut pas traiter systématiquement avec un seul, tout le temps, et rien d'autre tout le temps. Donc, on sait où attaquer, si c'est bêta, si c'est alpha, si les deux, ça ne marche pas, eh ben, autre, hein, etc., etc. Post-op, ben, SSPI, à peu près 12 heures, c'est la moyenne, hein, comme les carotides, même si celui-ci, ça peut être plus important comme risque. Rechercher l'hypoglycémie, je vous ai déjà dit, 6 heures, toutes les heures, et puis la morbidité, mortalité, ce n'est pas spécifique, mais néanmoins, il est très palpitant. Aujourd'hui, si on peut faire palpiter un anesthésiste, en chirurgie cardio-thoracique, eh ben, on palpite plus pour une féro et pour une carotide. C'est pour vous dire que l'aorte, le poumon, les trucs, c'est encore plus protocolisé et on s'attend, on sait ce qu'on s'attend. Alors que là, malgré qu'on s'attend à quelque chose, bah, y a des choses qui ne peuvent pas se faire en contrôle à l'avance ni pendant, donc ça ne fait toujours pas palpiter. Voilà. Et la carotide, c'est pareil. On peut faire à tout âge, donc du coup on pousse encore plus loin. Est-ce qu'il va se réveiller sans hémorragie, sans déficit neurologique? Ça nous pose toujours un problème. Voilà pour le féro. Et là, je n'ai pas eu le temps, c'est surtout que je suis loin de ma base. Il y a un cas clinique que je vais vous montrer. D'accord? Qu'on a traité. Il devait se faire, ça c'était fortuite. C'est un cas qui devait se faire en chirurgie digestive, je crois. Oui, c'est ça. Et que, dernière minute, ils se sont rendus compte que ce n'est pas un tumeur surrénalien classique, c'est un féro sécrétif. Donc, hop, on a essayé de collaborer, coopérer où on le fait, mais finalement, on l'a fait chez nous.
En bref, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a 55 ans, 53 kilos, 1,62 m. Donc, une découverte fortuite de la tumeur surrénalienne à l'escanner, suivie d'une mélanome. Hein, c'est pour un mélanome qui s'est traité cette dame. Et puis finalement, truc de la tumeur. Donc, cette masse surrénalienne, à peu près de 5 cm, donc des diamètres, et c'est dans son contexte donc, de mélanome. Est-ce que c'était un métal, etc. Donc, on se posait la question. En tout cas, ça a été confirmé que c'était une féro. Hein, et donc, le dossier est passé chez nous. Et donc, moi, la consultation, j'ai validé et j'ai rajouté d'autres petits trucs. Voilà. Alors, antécédent, XRS, donc de mélanome à l'œil gauche, énucléation, prothèse oculaire, vous voyez le topo, mastectomie du sein gauche. Donc, nous, on ne les connaissait pas au CHU, cette dame. Toutes étaient les interventions ailleurs. D'accord. Donc, 2 enfants, péridurale, tout ça, c'est OK. Pas de traitement. Aucun traitement. Et qui n'avaient que adapté la veille, on va dire, parce que comme elles se sont axées sur une tumeur surrénalienne simple, et ben non. À côté de ça, il n'y a pas des choses compliquées. Hein. Donc, on a tous pensé pas de syndrome Cushing. Donc, effectivement, qui dit surrénal, et il faut faire le diagnostic s'il est associé, si ce n'est pas le Cushing tout seul. Pour eux, au départ, c'était peut-être Cushing. Voilà, bref. D'accord. L'hémostase, tout était bien. Et puis là, on a mis ce qu'on devait mettre, mais on ne met pas tout le temps parce qu'on connaît le protocole. Hein. Alors là, on a mis dosage de méthoxy qui a été fait, les résultats à voir, mais en fait, si, tout était élevé, OK. PA, voie centrale, voilà, tout est marqué en cas où. Et là, éviter kétamine, éphédrine. On l'a mis. Moi, j'ai tenu à que ce soit écrit parce qu'on ne savait pas où on devait le faire. Test de freinage. Bon. Il y a eu des DEXA, c'est pour ça qu'on s'est dit que peut-être qu'il y a une relation directe avec Cushing aussi. Voilà. Donc, tout était OK. Anesthésie générale, infiltration par le chirurgien de la petite plaie, prévention BPO, OK, antibio non recommandé, c'est pas ouverture de tout digestif. Bon, bref, on avait bien cadré la chose, c'est très bien passé, OK. Bon, ici, il n'y a rien de particulier. Hein. On pourrait faire de ALR, oui, il n'y a aucun souci. Je ne me rappelle plus comment on a géré, mais j'ai pas, malheureusement, je n'ai pas pensé à vous afficher le PEROP, qu'aujourd'hui on peut le faire. Et là, je vous montre quelques photos. Vous voyez ici, c'est une photo il y a 5 jours. Hein, un tumeur, une féo qu'on a fait. C'est une immense masse. Ma souris, voilà. Vous voyez, elle est en train de sortir. Et là, c'était immense. C'était 1,12 kg. Là, vous voyez la tumeur. Et là, à main gauche, vous voyez le rein. Donc, comme elle était toute intriquée, il a été obligé de faire la néphrectomie droite. Là, c'était le côté droit. Et là, on le voit mieux. À droite, là, tout en bas, donc dans l'angle inférieur, on voit le rein. Et tout l'autre, là, tout l'immense, c'est une phéochromocyte. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois que je finis même avant l'heure, bien avant. Après, je vous ai mis cette petite liste de tous les dérivés qui sont synonymes.
norméta, 3-orthométhyldopa, méthadrénaline, norméthadrénaline, méthanéphrine. Voilà. C'est pour vous dire que tout, c'est une liste énorme, c'est en fonction des labos, en fonction de ce qu'ils cherchent. Mais en gros, voilà, si dans les urines on trouve quelques-unes, c'est largement suffisant pour dire que ces catabolites de catécholamines, ils sont par sécrétion de la surrénale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a personne? Vous pouvez rallumer vos vidéos, s'il vous plaît. Là, on est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Il y avait des questions? Non? Ça va? Non, merci. Voilà, si jamais des points qui ne sont pas très clairs, à dispo, même dans le blog. OK. Même si dans la pratique, je vous ai perdu là. Voilà. Même si dans la pratique, évidemment, le phéochromocytome est fait par des équipes entraînées. Néanmoins, vous avez une idée de quoi peut s'agir. Pour ceux qui travaillent dans la périphérie, dans une clinique, ils font aussi des petites tumeurs simples qui viennent d'être découvertes et avec des valeurs correctes. Néanmoins, oui. Mais de plus en plus, nous, je ne sais pas pourquoi, le nombre augmente parce que ce n'est pas que dans notre région, mais de plus en plus, ça arrive. Donc, des fois, on a mauvaise impression, c'est-à-dire que ouais, la fréquence augmente. En fait, et des cas, on va dire, sortis de l'ordinaire, en termes de volume, en termes d'action. Par exemple, l'ectopique, il sécrétait beaucoup, énormément. Il y avait une hypertension pas très bien contrôlée jusqu'à la veille. Et je ne sais pas pourquoi, lendemain, tension normale. Pérop, tension normale. On n'a pas eu à nous exciter pour contrôler. Et un post-op aussi, alors que les sécrétions étaient avérées, alors que voilà, c'est des choses un peu particulières. Bon, ben, je vous laisse continuer votre matinée. Ah, vous avez une question? Oui, je voulais savoir comment ça s'expliquait justement le foyer ectopique. Ben justement, c'est vrai. On pense qu'il y a une migration de la surrénale, comme tout est vasculaire, qui va avec des cellules à un endroit précis et se localise. Là, on avait à ces niveaux-là, c'est-à-dire que entre le côlon de droite, la fosse iliaque droite et l'appendice, il y a quelques temps, bien il y a 15 d'années, hein, c'était pas à ce niveau-là, c'était plutôt à niveau splénique. Donc, quand c'était à niveau splénique, on s'est dit, bah, c'est juste à côté. Bon, ok. Mais il est parti de la gauche ou il est parti de la droite? Ah oui, bon, il est parti de la droite, mais c'est mis à gauche. Voilà. Donc, on pense que c'est des cellules qui partent en même temps, qui se désagrègent, et puis, pouf, se localisent quelque part et continuent à sécréter. Et de l'autre côté, bah, on ne sait pas trop pourquoi il n'a pas suivi les sécrétions. Mais la localisation, la fixation, c'était comme ça qu'on peut déterminer cette façon ectopique. Mais, nous, 15%, c'est dans la littérature, bah, nous, on est à quoi? 2%?
Enfin, dans la région, quand je dis nous, en fait, c'est toute la région Rhône-Alpes. Hein. Voilà. C'est tout bon pour le reste? Parfait. Ok. Petite info avant de vous quitter, la réunion d'information qui était prévue mercredi aura lieu cet après-midi à 16h. 16h15, après le cours d'Yves Pichot. Donc, je vous invite je vais vous envoyer un mail avec un à faire passer l'info à tous ceux qui sont en stage parce que la présence maximum de personnes et d'étudiants est requise pour cette réunion d'information. Ça marche? On se voit à 14h. À tout à l'heure. Très bien. Merci. Merci, Louise. Je t'en prie.